Alain Badiou, dans Théorie du sujet, livre que vous avez publié aux éditions du Seuil, vous écrivez: La jeunesse est volontiers nihiliste aujourd'hui, mais les nihilistes passifs ne peuvent l'embrigader que dans un malentendu provisoire. C'est en vain qu'ils voudront lui transmettre que l'essence de la discordance est la défaite des croyances, la crise des idéologies, le patatras du marxisme. Le nihilisme actif ne valorise que soi. C'est toujours mieux que d'en venir à tolérer le monde. Le nihiliste actif n'hérite de rien, il n'a jamais cru, c'est toute sa force. Le nihiliste actif est particulièrement odieux et particulièrement prometteur. Il dilapide tous les jours la capacité d'existence dont il se déclare expressément porteur, etc., etc. Mais avant d'entrer dans les distinctions que vous faites entre nihilisme passif et nihilisme actif, j'aimerais que vous nous donniez votre définition du nihilisme. Oui, à propos du nihilisme, je crois qu'on peut partir de ce que dit Nietzsche. Nietzsche dit quelque part que l'homme préfère vouloir le néant que ne rien vouloir. Alors, je pense que cette définition est importante parce qu'elle indique d'abord que le nihilisme est en réalité une volonté. C'est-à-dire que la vraie question du nihilisme est de savoir quelle est la nature de la volonté ou du désir nihiliste. Alors une volonté, c'est quoi ? Bien, une volonté, c'est toujours, surtout si on le prend au sens de Nietzsche, une manière de donner sens, de donner un sens. Et finalement, on pourrait dire que le nihilisme, c'est la volonté ou le désir paradoxal de donner au monde le sens de son absence de sens, ou le sens de son néant de sens. Un point important là-dedans, à mon avis, c'est que on a quelquefois une conception que je dirais un peu dépressive du nihilisme. C'est-à-dire que le nihilisme, le à quoi bon, une manière de... Pourquoi y a-t-il du monde plutôt que rien Voilà, ou même une manière de se retirer de tout désir, finalement, ce qui est une signification présente chez Schopenhauer. Mais pas chez Nietzsche, et ce n'est pas, à mon avis, la signification la plus intéressante, parce qu'elle tire le nihilisme du côté d'une configuration dépressive, voire névrotique. Alors, je crois beaucoup plus intéressant de situer le nihilisme comme désir ou comme vouloir. Je pense aussi que ce qu'il y a dans la formule de Nietzsche, c'est que le nihilisme est une sorte de préférence ultime. C'est-à-dire que vouloir le néant plutôt que ne rien vouloir. Donc le nihilisme, c'est au fond l'ultime réaction du désir ou de la volonté juste avant l'apathie complète. Et par conséquent, le nihilisme n'est pas, de ce point de vue-là, si je puis dire, la négation ultime dont l'homme est capable. La vraie négation ultime, c'est l'indifférence. Or, le nihilisme n'est pas une indifférence. Ça, je crois que c'est un point très important. Il continue à être un désir, même si c'est un désir qui est articulé à l'absence de sens. Et puis, la troisième remarque que je voudrais faire sur cette formule de Nietzsche, c'est que il y a en réalité dans le nihilisme une sorte de maîtrise camouflée. Et que le nihilisme, c'est un peu une manière de dire, puisqu'il n'y a rien, eh bien, je vais vouloir ce rien. Et de ce point de vue-là, le nihilisme n'est pas simplement un constat ou une observation de l'absence de sens du monde, il est la transformation de ce constat en volonté ou en désir. Et par là, la position nihiliste, on le voit très bien chez les nihilistes véritables, si je puis dire, je reviendrai sur ce point, le nihilisme véritable, le nihilisme est une position de maîtrise dans la pensée et non pas du tout une position d'abandon, une position passive. À partir de quoi il faut se demander ce que veut dire il n'y a rien ou il y a le néant et comment le nihiliste transforme cela en un désir ou une volonté. Moi, je pense que il n'y a rien ou le monde est néant veut toujours dire en réalité rien au regard de quoi je puisse être sujet. C'est-à-dire rien qui me constitue véritablement comme sujet. Si bien qu'effectivement, je n'ai plus d'autres ressources pour me constituer comme sujet que d'être le sujet de ce rien. Le sujet du désir de ce rien. C'est un peu ce que disait Darling quand il dit « ainsi que nous sommes sans signification » au fond. Absolument, absolument. C'est la signification de la formule de Hölderlin et c'est celle qui
règle ce que j'appellerais le nihilisme véritable, que j'aime bien appeler le nihilisme actif. La figure exemplaire de cet acte, c'est finalement le terrorisme. Je pense qu'en réalité, le nihilisme est quelque chose comme la philosophie du terrorisme. Donc c'est au fond le nihilisme russe, par exemple. Absolument, je pense que ce n'est pas du tout par hasard qu'il y a eu un nihilisme russe qui s'est articulé entièrement autour du terrorisme et autour d'un désir en quelque manière unique qui était l'exécution du tsar, le meurtre du tsar, et qui indiquait par là même que le nihilisme se réalise dans la figure d'un acte symbolique suprême, où d'ailleurs il s'engloutit lui-même, où il prend en effet le risque de sa propre mort, dans le service d'un acte symbolique suprême, conçu au fond à la fois comme un acte qui crée ou institue le néant ou la mort, mais aussi toujours en un certain sens comme un acte à partir duquel peut-être il va y avoir de nouveau du sens. Et je pense que le nihilisme actif, c'est toujours quelqu'un qui parie à partir du non-sens sur un acte qui pourrait éventuellement restituer du sens. Autre sens, alors. Un autre sens, un sens entièrement autre, voire même un autre monde. Un autre monde. D'ailleurs, Nietzsche lui-même, en même temps qu'il polémique contre les figures du nihilisme contemporain qu'il perçoit chez les disciples et les descendants de Schopenhauer, a toujours affirmé qu'en un certain sens, il était lui-même intérieur au nihilisme et qu'il le portait à sa forme suprême. Or, comment conçoit-il cette forme suprême? Il la conçoit lui aussi absolument dans la figure d'un acte radical, sans précédent, qu'il appelle la translation de toutes les valeurs, ou le renversement de toutes les anciennes valeurs. Et donc, comme l'accomplissement, en même temps que la négation de la séquence nihiliste, dans un acte salvateur, unique, dont il est à la fois l'auteur et le nom propre. Alors ça, c'est ce que j'appellerais le nihilisme actif. Et je crois qu'il y a un enseignement du nihilisme actif qui est que, en fin de compte, toute disposition du sens suppose un acte. Alors, le nihiliste donne à cela une forme, en quelque manière, excessive, parce qu'il y a, si je puis dire, trop de néant dans sa propre pensée, mais il demeure là un enseignement extrêmement précieux, qui est que toute pensée véritable, c'est-à-dire toute donation de sens véritable, toute volonté effective est au péril de l'acte. Et cela, c'est ce que les nihilistes nous ont enseigné. Par rapport à cela, il y a un nihilisme passif, qui est un nihilisme qui consiste à gloser ou à commenter le fait qu'il n'y a rien. C'est-à-dire que, est-ce que, puisque vous parliez tout à l'heure de nihilisme véritable, celui-là serait plutôt un faux nihilisme? Un faux nihilisme, ou pour employer une catégorie un peu suspecte, disons un nihilisme inauthentique. Et inoffensif. Inauthentique, plutôt. Oui. Et inoffensif aussi, bien sûr. Au contraire, c'est un nihilisme que la culture en général aime bien. On aime bien entendre des gens gloser ou expliquer qu'il n'y a rien, que c'est le désespoir. On pense à Sioran, par exemple. Absolument. Sioran en est l'exemple, mais quelques autres, à gloser sur l'absurde, à entretenir les gens dans la mentalité sans risque, alors là, et aristocratique du néant de toute signification. Ceci ne gêne personne et tire le nihilisme du côté, non pas de l'acte, mais de l'interprétation. Alors vous venez d'écrire un article sur Sofia Kovalevskaya, nihiliste russe, qui est par ailleurs une des plus grandes mathématiciennes de son temps. Bien sûr, il y a eu en Russie d'admirables figures féminines du terrorisme, Vera Finier, par exemple, qui a finalement payé cela d'une longue vie de prison. Dans le cas de Sofia Kovalevskaya, ce qui est très frappant, c'est qu'il s'agit par excellence de quelqu'un qui est dans l'élément du rationalisme scientifique, puisque c'est une très grande mathématicienne. Ceci pour indiquer que nihilisme ne veut en aucun cas dire irrationalisme. Les deux mots ne sont nullement équivalents, parce qu'il peut y avoir une
proposition rationnelle sur le défaut de sens ou sur le néant lui-même. Donc nihilisme et irrationalisme doivent être distingués. Dans le cas de Sofia Kovalevskaya, ce qui est très frappant, c'est que en même temps qu'elle menait son œuvre de très grande mathématicienne, elle s'est elle-même identifiée comme nihiliste. Elle a écrit en particulier un livre qui s'appelle La femme nihiliste. Et ce qu'on voit dans ses écrits, c'est que pour les jeunes femmes russes, enfin tout un groupe de jeunes femmes russes de cette période, nihilisme a voulu dire, premièrement, l'univers russe sous la botte du tsar est dépourvu de sens et d'espoir. Et deuxièmement, notre responsabilité singulière, y compris en tant que femme, est de faire advenir une signification quelconque à partir de ce néant. Peut-être surtout d'ailleurs dans son cas en tant que femme, parce que d'abord c'était une façon, d'après ce que vous en dites, en tout cas dans votre texte, au fond d'affirmer une véritable liberté de pensée. Et ensuite les femmes étaient extrêmement censurées justement, puisqu'elles ne pouvaient pas accéder à des titres de professeurs à cause justement du système tsariste dont elle était ouvertement l'ennemi, quoi. Absolument, donc ça fonctionnait comme un système de libération. C'est ça, il y avait, pourrait-on dire, une totale absence de sublimation institutionnelle possible pour les femmes dans la Russie de cette époque, et elles étaient donc particulièrement sensibles à l'idée que pour se réaliser dans l'élément de la liberté, y compris de la liberté féminine, il fallait nécessairement un acte radical. Et ça, c'était une conviction très partagée par toute une série de jeunes femmes russes de cette période. Et on retrouve là cette idée qu'au cœur du nihilisme, il y a cette dimension de l'acte extrême qui est émancipateur par lui-même, à la fois émancipateur des autres et émancipateur de soi-même. Alors, ce qui est très particulièrement intéressant dans ce cas précis, c'est qu'au fond, le rien s'exerce aussi dans son œuvre mathématique. Et justement, c'est ce qui fait la grandeur de l'œuvre. Hein. Absolument, parce que son œuvre mathématique est tout entière articulée autour de problèmes extrêmement complexes concernant le mouvement, en réalité. Et on peut dire que Sofia Kovalevskaya tente de trouver la figure formelle du vide, au fond, que suppose tout mouvement. Et moi, je pense qu'il y a une unité profonde entre son génie de mathématicienne et son nihilisme politique. Puisqu'on parle de Nietzsche ou du nihilisme russe, mais aussi au cours de ces émissions, on a évoqué les figures de Schopenhauer. On s'est aussi demandé, au fond, s'il y avait une validité quelconque à inscrire la Grèce comme le berceau, entre guillemets, enfin, une des origines réellement possibles du nihilisme ou pas, etc. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse plutôt avec vous, Alain Badiou, un point d'actualité pour cette dernière émission. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être nihiliste aujourd'hui dans la France de 1993 ? Est-ce que d'abord c'est pertinent d'être nihiliste aujourd'hui et de quelle manière, enfin ? Il faut y venir un peu lentement, parce qu'il y a une première remarque à faire, c'est que la société contemporaine est en quelque manière objectivement nihiliste, mais de manière passive, naturellement, pas de manière authentique. Elle est nihiliste pour la raison fondamentale qu'elle est entièrement dominée par l'argent, et que l'argent, l'abstraction monétaire, est en réalité une figure du néant. Ça, je le crois absolument. C'est une chose d'ailleurs qui a déjà été signalée par Marx dans la logique du fétichisme de la marchandise, c'est-à-dire la circulation monétaire comme principe de régulation est une fausse valeur. Et en tant que c'est une fausse valeur ou une valeur abstraite, elle inscrit le néant au cœur de notre vie sociale. C'est une valeur nulle, quoi. C'est une valeur nulle ou c'est une valeur de compte, mais en tant que valeur de compte, elle ne peut pas être une valeur subjective véritable. Et par conséquent, le règne de l'argent dans notre société fait que cette société est en quelque manière vouée à une espèce de mécanisme dépourvu de sens qui ne propose à ses agents, à ses acteurs ou aux gens qui sont là que de perpétuer la machinerie en question. C'est-à-dire que de se couler, de se mouler eux-mêmes sous la loi du néant monétaire. Il y a donc ce que j'appellerais un nihilisme structurel, un nihilisme social immédiat. Qui agite les corps. Qui agite les corps et qui aussi donne aux âmes, puisque nous avons parlé des corps, une allure à la fois vide et uniforme. Alors, tout le problème est de savoir si, dans un tel monde,
à sens un nihilisme authentique, c'est-à-dire un nihilisme actif. Je pense qu'on voit un tel nihilisme se manifester ou tenter de se manifester dans la figure d'une sorte de révolte aveugle très présente dans le corps social aujourd'hui et qui affecte en particulier des fractions de la jeunesse et en particulier des fractions de la jeunesse populaire, enfin qui subissent de plein fouet, si je puis dire, la dictature du néant monétaire. Mais ce qui se passe, c'est que ce nihilisme est en défaut d'acte. Tout au plus se traduit-il périodiquement, c'est très sensible peut-être plus encore aux États-Unis qu'en France, par l'instinct émeutier. Il y a l'émeute, en un certain sens, c'est typiquement un acte nihiliste, ça je crois. C'est-à-dire c'est un acte dont on se demande toujours pourquoi il est purement et simplement destructeur, mais c'est précisément parce que l'arrière-plan, quelque manière philosophique, au sens spontané du terme, de l'émeute est le vouloir nihiliste. Je crois vraiment que les jeunes émeutiers sont très précisément des gens qui préfèrent vouloir le néant, c'est-à-dire la destruction, plutôt que de n'avoir à rien vouloir du tout, c'est-à-dire à d'être dans l'apathie et dans la survie misérable. Mais cet acte, on le voit bien, est un acte lui-même aveugle à son propre sens. C'est-à-dire c'est un acte qui ne renvoie pas en réalité à une symbolique suffisamment consistante pour pouvoir s'organiser, durer et donner sens au non-sens lui-même. Donc, au fond, je dirais ceci, le monde contemporain est nihiliste par lui-même, de façon objective et aveugle, et par ailleurs, il est marqué de ce que j'appellerais des tentatives d'actes nihilistes sous la forme de la révolte émeutière, mais en même temps, je dirais qu'il n'est nullement propice à une pensée ou à une théorie ou à une doctrine nihiliste. Si, quand on a ici des doctrines nihilistes, elles relèvent absolument de ce que j'ai appelé le nihilisme inauthentique, c'est-à-dire c'est un nihilisme de bavardage ou de commentaire, ou un nihilisme de salon, c'est-à-dire le nihilisme de quelqu'un qui en réalité se porte très bien dans le monde tel qu'il est, mais qui lui donne son petit ornement ou son petit frisson négatif. Mais en ce qui concerne un nihilisme de l'envergure de celui qu'on trouve soit chez les terroristes russes d'un côté, soit même chez Schopenhauer ou Nietzsche, je crois qu'il ne peut être question dans le monde tel qu'il est, parce que précisément ce monde a fait du nihilisme son mécanisme le plus intime. Notre problème n'est donc pas, à mon sens, directement la question d'une résurrection ou d'une activation du nihilisme authentique. La question est de savoir comment faire ou comment proposer que le monde ne soit pas nihiliste. C'est une toute autre question. Et par conséquent, ce dont nous avons besoin, c'est d'une critique radicale du nihilisme objectif du monde, critique radicale qui elle-même suppose des opérations de pensée, des opérations philosophiques qui sont naturellement en rupture avec la tradition nihiliste. Donc je dirais que nous avons la situation, somme toute, assez paradoxale et assez difficile suivante. Ce que ce monde contient de révolte est spontanément nihiliste. Et cependant, cette révolte ne voit pas que ce contre quoi elle se révolte est déjà nihiliste. Et que, par conséquent, tout le problème est de savoir comment on peut donner sens ou faire naître du sens dans le monde tel qu'il est, autrement que par les voies du néant. On pourrait se demander tout de même si l'art contemporain n'est pas finalement une figure du nihilisme, par cette façon de défigurer la figuration, notamment. Oui, ça c'est une très importante question, parce qu'il est hors de doute que l'art contemporain, au moins jusqu'à aujourd'hui, a été terriblement marqué par la combinaison d'une volonté de destruction des valeurs anciennes, y compris alors là des valeurs proprement esthétiques, figuration, tonalité, signification, et en même temps par une volonté de nouveauté radicale. Or, on peut soupçonner
lorsqu'il y a cette combinaison de la destruction et de l'acte radical, qu'il y a un élément nihiliste, eu égard à tout ce que nous avons dit précédemment. Cependant, il me semble que l'assignation de l'art au nihilisme, qui est déjà présente chez Nietzsche, après tout, puisque Oui, le tout à décadent exemplaire et finalement le nihiliste exemplaire, en tout cas celui avec lequel il a le rapport les plus passionnés, c'est tout de même Wagner. évidemment, oui. Donc cette assignation du nihilisme à l'art me paraît problématique pour la raison suivante. Je pense que tout art authentique est essentiellement affirmatif. Par exemple, il me frappe beaucoup qu'on a souvent donné de la poésie contemporaine, disons la poésie à partir de Mallarmé, une interprétation somme toute nihiliste en disant que l'essence du poème ou la nature profonde du poème était le silence, que finalement l'acte suprême auquel rêvait Mallarmé était le suicide, fût-ce un suicide spirituel, et des choses de cet ordre. Mais à y regarder de près, je pense que ceci est plutôt une idéologie d'accompagnement de l'art que la vérité de l'art lui-même. Et que ce qui reste, ce qui subsiste, que ce soit dans la grande peinture contemporaine, que ce soit dans la musique après Schoenberg, ou que ce soit dans la poésie à partir de Mallarmé, ce qui subsiste n'est pas du tout de cet ordre. Ce qui subsiste est au contraire, me semble-t-il, un vouloir formel tout à fait affirmatif, une sorte de recomposition permanente du sens, qui effectivement se débat avec le nihilisme du monde, le nihilisme dont nous parlions tout à l'heure, mais pour y constituer des points de résistance. Et je dirais, au rebours de cette tentation qu'on pourrait avoir, somme toute, de décrire l'art contemporain comme marqué par le nihilisme, je dirais qu'au contraire, l'art contemporain, dans ce qu'il a, disons, de tourné vers l'éternité, enfin de subsistant, est un art de résistance au nihilisme. Moi, je le perçois et je le goûte essentiellement dans cette dimension. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a parfois l'impression que l'art contemporain, je ne parle pas évidemment d'artistes comme Picasso par exemple, hein, mais que dans l'art de cette fin du XXe siècle, il y a l'idée que l'œuvre n'est plus possible, qu'on ne peut plus inventer, que les plus grandes œuvres ont déjà eu lieu finalement. Mais écoutez, ceci m'amène à insister sur un point qui me frappe dans le nihilisme, qui est son élément nostalgique. La proposition nihiliste selon laquelle il n'y a rien, ou les vieilles valeurs sont mortes, ou le monde est dépourvu de sens, se réfère presque toujours à une ou des époques où il n'en était pas ainsi. Peut-être souvent reconstituées ou légendaires d'ailleurs, qui aurait été l'âge d'or de l'affirmation et du sens. Et ceci explique, à mon avis, que le nihilisme, au fond, balance entre une perspective réactionnaire et une perspective que je dirais ultra-révolutionnaire. Il est dans une sorte d'ambiguïté au regard de ce point. Tantôt, il peut être réactionnaire parce que, au fond, il est entièrement pris dans la nostalgie de ce qu'il croit être les grandes époques du sens du monde. Tantôt, il est ultra-révolutionnaire parce qu'il veut faire revenir le sens par un acte symbolique radical et suprême. De ce point de vue-là, je dirais volontiers que Nietzsche lui-même est nihiliste, en dépit de sa polémique anti-nihiliste, parce que je trouve chez lui absolument ce balancement. D'un côté, il y a le repérage des grands types affirmatifs de l'humanité, notamment dans la Renaissance ou dans le classicisme ou dans la première Grèce. Et puis, d'un autre côté, il y a la promesse d'un acte radical à travers lequel il y aurait affirmation de nouvelles valeurs. Et je trouve qu'au fond, quand Nietzsche a parlé de l'éternel retour, il a, en un certain sens, donné ce qui est la maxime cachée, la plus profonde du nihilisme lui-même, à savoir quelque chose doit revenir. Quelque chose doit revenir, et évidemment quand on dit quelque chose doit revenir, ou il doit y avoir retour, ou le retour est éternel, on est dans une balance incertaine entre une nostalgie rétrograde et ce que j'appellerais une ultra-promesse.